Bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre Lénaïque pour vous accompagner. Et très régulièrement, j'invite Sophie Luzezinski, qui est une éducothérapeute à Quimper, en Bretagne, où je vis. Et ensemble, eh bien, on essaye de guider les parents, les jeunes parents notamment, dans l'éducation de leurs enfants. Et aujourd'hui, on va parler de développement psychomoteur. On parle aussi de motricité. Alors, est-ce que vous avez entendu un terme ou l'autre ou pas du tout? Rassurez-vous, on va en parler. On va parler notamment de Nobochu, de la naissance au premier pas. Sophie, bonjour. Bonjour Lénaïque. Comment ça va? Eh ben, ça va super. Heureuse de partager aujourd'hui certaines de mes connaissances en rapport avec le développement psychomoteur. Et oui, parce que je dois vous avouer que je disais à Sophie, elle me disait, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Je ne sais pas. Et je lui dis, mais c'est normal, je suis une grand-mère, donc je ne connais pas les nouveaux termes. Et elle me dit, ah bah quand même, ça date de 1960. Donc on va faire une petite séance de rattrapage si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez rien au développement psychomoteur ou au terme motricité. Alors qu'est-ce qui se passe en fait dans ces mouvements du corps de nos enfants dès la naissance? Alors en fait, c'est comme un peu le développement affectif, le développement intellectuel, et ben on a un développement psychomoteur, on a un développement moteur. Voilà, on est disposé, comme les animaux, hein, quelque part, un jour à marcher de manière autonome. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on attend cette étape-là, en fait, où le jour où l'enfant va faire ses premiers pas, ou bien avant, le jour où l'enfant va se mettre assis, qu'il va tenir assis, c'est super chouette, même si bien plus tard, on regrette que l'enfant il ait grandi trop vite. J'allais le Mais dire. c'est vrai Je que pense on a hâte d'avoir ce moment-là et en même temps, on doit avoir quelques appréhensions en se disant, oh là là, ça y est, il prend déjà son envol. ouais, ça y est, il a grandi trop vite. Où est mon bébé, quoi? Où est passé mon bébé? C'est ça. Donc ouais, c'est le développement psychomoteur est vraiment très important pour l'autonomie de l'enfant et c'est vrai qu'on en parle rarement, ou alors on va parler ce qu'on appelle des phases verticales, c'est-à-dire comme on disait tout à l'heure où l'enfant va se mettre assis, où l'enfant va commencer à se mettre debout et va marcher. C'est principalement les phases que les parents peuvent observer. Mais ça peut aussi parfois les inquiéter, en fait, parce que si l'enfant ne marche pas entre tel âge et tel âge, ou qu'il ne se met pas assis à tel âge, en comparaison de d'autres enfants, bah, du coup, les parents peuvent être inquiets et peuvent vouloir faire, du coup, à la place de l'enfant. Ah oui, Et c'est c'est-à-dire là, comment, le vouloir le mettre trop tôt debout ou trop tôt assis euh, pour aller plus vite, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, vont interférer dans le développement de l'enfant, ce qui va peut-être bloquer finalement son autonomie. Et du coup, ça va plus freiner que l'encourager. Et du coup, on parlait tout à l'heure de motricité. Donc, on parle de motricité et de développement psychomoteur. Ce qui vient de 1960, c'est encore autre chose, c'est ce qu'on appelle la motricité libre. Et D'accord. aujourd'hui, la motricité libre, on la met beaucoup en place dans les structures d'accueil petite enfance pour justement pouvoir faire que l'enfant ait un développement psychomoteur harmonieux, qu'il ait une motricité harmonieuse. Alors, c'est quoi la motricité libre? Tu vas me le demander, Lénaïque, c'est ça? C'est quoi la motricité libre et harmonieuse? En fait, la motricité libre, c'est une théorie, enfin, c'est un des fondements d'une pédiatre d'après-guerre, du coup, Amy Pickler, qui a parlé de motricité libre. Et en fait, ça consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l'enfant, voilà, sans les lui enseigner. C'est-à-dire qu'on Hmm. va mettre en place, on va l'accompagner, mais on ne va pas faire à sa place et on va le laisser faire, en fait. On va le laisser être en interférant le moins possible. Comme ça, lui va pouvoir explorer son corps et développer toutes les différentes phases pour arriver à l'étape de la marche en toute confiance. Voilà, c'est ça la motricité. Je ne sais pas si c'est très clair. Ben, en fait, c'est en gros laisser notre enfant grandir à son rythme, c'est ça, si j'ai bien Voilà, c'est ça. compris. C'est pas Et du qu'en tout fait, on n'a essayer rien besoin de lui apprendre.
de brûler les étapes, quoi. Voilà, c'est ça. On n'a rien besoin de lui apprendre. Par contre, il y a quand même quelques connaissances à avoir pour, voilà, si jamais on observe que ça fait un certain temps que l'enfant n'évolue pas en termes moteurs pendant plusieurs semaines, ça peut interpeller le parent qui peut éventuellement aller voir son pédiatre, aller voir un kinésithérapeute ou un psychomotricien. Voilà, c'est toujours intéressant quand on se pose des questions d'aller chercher l'information. Oui, chez le professionnel, quoi, ne pas juste avoir peur. Et puis en plus, des fois, on va voir la tati, la grand-mère, la grande sœur ou la copine, et on peut avoir 4 avis différents. Et quand on est jeune maman, c'est vrai que moi, ça fait un bout de temps, mais je me rappelle que d'avoir plusieurs avis de gens autour de soi, c'est un peu perturbant parce que du coup, on se dit, c'est quoi qui est mieux en fait? Complètement. Et puis, quand on parle du développement psychomoteur, on ne sait jamais. Enfin, il y a encore récemment, moi, j'en parlais avec ma famille et du coup, ils découvraient, en fait. Parce que moi quand j'étais enfant, je fais partie de cette génération où on mettait l'enfant assis avant même qu'il sache le faire tout seul. Du coup, ce qui bloquait le développement psychomoteur de l'enfant, parce qu'un enfant qu'on met assis, voilà, qui n'a pas appris à se mettre assis par lui-même, parce qu'il sait le faire, il saura le faire s'il ne sait pas encore le faire. Il passera par la phase du 4 pattes avant, par du ramper, marche avant, marche arrière avant, et il finira après par se mettre assis. Mais un enfant qu'on met directement assis n'a pas forcément toujours le tonus musculaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de force dans le dos, parce qu'il n'aura pas été suffisamment peut-être allongé au tapis. Voilà. Déjà, de ma génération, on ne mettait pas beaucoup les enfants sur un tapis, on les mettait plus dans des transats. Ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas se mouvoir comme ils le souhaitaient. Alors, certains pouvaient... Et en même temps, on sait que quand ils sont dans le transat, ils ne vont pas aller courir et toucher tout et n'importe quoi, et c'est plus facile à tenir. C'est plus facile. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut choisir sécurité ou autonomie. Et alors que autonomie peut aller avec sécurité, justement. Hein. C'est justement parce qu'on va laisser l'enfant faire ses expériences et qu'on va être à côté, qu'on va l'observer, que du coup, il va déjà traverser ses propres difficultés, parce qu'à cet âge-là, dès la naissance, il faut savoir que l'enfant a d'énormes compétences, si on prend le temps de l'observer, et si on précipite pas les étapes. Et du coup, va pouvoir faire face aussi, va pouvoir savoir se rattraper, par exemple. C'est-à-dire, quand il va se mettre debout, parfois on peut avoir peur quand l'enfant se met debout, ça dépend de quelle hauteur aussi. Si on a laissé avant et qu'on a été par étapes, qu'on lui a proposé un environnement qui lui correspondait, l'enfant va peut-être chuter, mais il va savoir se rattraper, notamment mettre ses mains en avant pour se protéger. Mais ça, c'est parce qu'on l'aura laissé explorer avant. C'est quelque chose, par exemple, en tant que maman, je ne me suis jamais posé ces questions-là, mais c'est vrai que si en plus on a, en tant que parent, un rôle à jouer dans ce développement moteur, et ce rôle, c'est justement juste d'observer le maximum et de le laisser faire, moi, on ne m'a jamais dit ça. Hein. Je veux redevenir maman, moi, pour essayer. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Une chose pour aider les parents qui peuvent se dire, vraiment une chose qui est vraiment très très importante, un principe de base qui peuvent les aider. En fait, c'est éviter de laisser un enfant dans une position qu'il n'acquérait pas seul. Donc, le mettre assis, s'il ne s'est jamais mis assis avant. S'il n'est pas capable de se mettre assis seul, je dis bien pas capable de se tenir assis seul, parce que parfois on peut dire « Ah mais si, il tient assis ». Oui, il peut tenir assis parce qu'on l'a habitué à se mettre assis et du coup, il a rigidifié au niveau du dos, donc d'où la raideur. Et donc, il peut tenir assis, mais ce n'est pas lui qui sait se mettre assis tout seul. S'il ne sait pas se mettre assis tout seul, tout de suite, il faut l'en sortir de cette position. Parce que c'est là que les risques peuvent arriver. C'est là que les dangers peuvent arriver. Un enfant qu'on mettrait assis seul, mais qui n'a pas une musculature assez importante, pourrait basculer en arrière. D'accord. Et se cogner la tête.
Oui, si, pourrait puis en basculer plus, sur on le sait côté. qu'en tant que parent, des fois, c'est à la seconde, comme ça, il y a un truc Ah, qui se ça, la passe et seconde. ouais, ça va super vite. Et comme l'enfant n'a pas appris à utiliser suffisamment ses mains et ses bras avant de se mettre en position assise, parce que souvent, du coup, il n'est pas passé toujours par le rampé ou le quatre pattes, et ben il peut même pas, s'il penche d'un côté, il peut même pas venir s'appuyer avec ses bras Oui, parce qu'il pour l'aura pas éviter de appris. tomber. Parce qu'il n'a pas appris. Mm. Alors que s'il a appris, tout de suite, il peut se sécuriser, sans forcément avoir besoin de l'aide de l'adulte. Du coup, il est beaucoup plus autonome. Génial. Merci, Ouais. Sophie. Non, mais c'est vrai, Et pour l'étape de on la n'a pas marche, idée de ça non plus parce que, enfin moi en tout cas en tant que maman, j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Même le fait non. d'aider l'enfant tu vois, en prenant les bras comme ça, à l'aider à marcher, moi je l'ai fait. Et ça aussi, il faut pas le faire. Ah, ça tu le sais. Évidemment qu'il ne faut pas le faire. Mais quand on ne le sait pas, Ben c'est oui, toujours pareil. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, il va chercher ses appuis dans le sol. On n'a jamais appris à marcher dans l'air, en l'air. Pour pouvoir marcher, on a besoin d'appuyer sur le sol. Et quand on vient chercher les mains de l'enfant, eh ben, on l'amène vers le haut. Donc du coup, on lui enlève les appuis au niveau du sol. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'enfants marchent sur la pointe des pieds. mm. Parce Parce que que du coup, ben, nous, quand on parents, leur on a enlève les été trop bras, pressés et donc on a voilà, voulu les aider et on les a portés. exactement, Oui. exactement, exactement. Et ce qui est dommageable en fait pour l'enfant, bah, d'une, il développe, il marche sur la pointe des pieds, mais on va aussi observer beaucoup plus de chutes chez l'enfant. Ben oui, parce qu'il n'a pas sa base bien assise, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Et du coup, il n'a pas suffisamment expérimenté. Il a gravi enfin, il a passé des étapes. Mm. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il a passé des étapes ou il a manqué des étapes qui, du coup, font que ben, il est moins équilibré, on va dire. Oui. Tu sais, ça me C'est-à-dire fait qu'il penser trouve. à ces papillons qui sont dans leur cocon et qui commencent à sortir. Et en tant qu'enfant, je pense que je l'ai déjà fait, mais j'avais lu cette histoire surtout des années après. Et cette histoire consiste à dire, si on enlève, quand le papillon commence à sortir et qu'on voit une aile et on se dit, oh là là, ça met du temps, on a envie de l'aider et on enlève le cocon à la place du papillon, ben c'est un papillon qui ne saura jamais voler. Parce qu'en fait, le temps qu'il va mettre pour sortir de son cocon, c'est le temps qu'il lui faut pour muscler ses ailes de papillon. Et si on enlève le cocon, il ne pourra jamais voler. Donc c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la Pour même notre chose. petit bout de chou, notre petit humain. Voilà, c'est ça. Et c'est très important pour son autonomie, pour sa sécurité physique et psychique. Et du coup, un enfant qui est suffisamment à l'aise dans son corps, parce que le fait de le laisser découvrir à son rythme par la motricité libre son développement psychomoteur, du coup, l'enfant va aussi apprendre son corps. Il va aussi développer son schéma corporel. Il va apprendre un tas de choses à se déplacer dans l'espace. Mm. Donc à voir les distances. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est près? Est-ce que c'est haut? Est-ce que c'est bas? Parce que vous voyez souvent les enfants qui vont sous la table et bing, ils se cognent la tête parce qu'ils Oui, n'ont pas encore la notion de l'espace. oui. Ça permet aussi d'apprendre à l'enfant qu'il y a des limites. C'est-à-dire qu'un enfant qui est sur le ventre et qui commence à ramper d'avant en arrière, c'est super important parce qu'à un moment donné, il va arriver contre le mur. Mm. Ah ouais, alors le mur, on ne peut pas le déplacer. Hein. Mais du coup, il va taper sur le mur. Et il vaut mieux qu'il tape sur le mur avec ses pieds pour connaître les limites de son corps, pardon, plutôt qu'avec un Yupala, par exemple. Ah oui. Qui, du coup, ne lui donnera pas les bonnes informations. Et oui, C'est parce pour que ça le qu'il y a eu Yupala, beaucoup. ça crée une sorte de barrière, donc c'est pas lui qui touche, c'est le Yupala qui va toucher, donc C'est ça donne ça. une autre information au corps. Et il y a eu énormément d'accidents avec les Yupala. C'est en partie la raison pour laquelle les Yupala, on les déconseille. Moi, Bon, si mon vous fils m'écoutez, a parents, été en Yupala, il n'a jamais eu d'accident, j'ai eu de la chance. voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
Alors, il y a des enfants, bien sûr, qui ont été en Yupala et qui n'ont pas eu d'accident, mais alors, en termes d'autonomie, ça freine un peu plus l'autonomie, parce que l'enfant est déjà mis à la verticale, alors que parfois, il n'a pas justement acquis la position verticale, alors qu'il est mis dans une position qu'il ne sait pas tenir. Donc, du coup, il va rigidifier certains muscles, il va devenir raide à certains endroits de son corps, donc moins de souplesse. Et ensuite, là aussi, il peut y avoir la pointe des pieds, parce que souvent, ils avancent avec la pointe des pieds. Du coup, ils ne vont pas chercher l'appui non plus. Moi, et quand ils veulent aller chercher un jeu, il faisait un peu, tu vois, genre, il faisait un peu le crabe avec le Yupala et il glissait comme ça. Bon, c'est vrai que c'est rigolo quand on est parent, on s'imagine bien faire en plus. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même le Yupala. J'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de prévention autour du Yupala, donc très peu de parents ont des Yupala aujourd'hui. Contrairement à d'autres générations passées où du coup, aujourd'hui, les parents sont accompagnés parce que soit ils font garder leurs enfants en crèche, soit ils font garder leurs enfants chez une assistante maternelle, et les professionnels sont formés en fait à ça. Donc souvent, ils vont anticiper ou ils vont amener quelques conseils si le parent est preneur. Donc on retrouve de moins en moins de Yupala dans les maisons, de moins en moins de parcs aussi, justement pour cette motricité libre, pour laisser l'enfant se déplacer, explorer l'espace. Donc l'espace du parc n'est pas assez grand pour l'enfant. Ah non. Okay. Non. À partir du moment où il sait se déplacer en rampant, le parc peut devenir trop. Alors après, il faut choisir. J'avoue, hein. Ou le parc peut être une zone de sécurité quand on va peut-être prendre sa douche ou quand on a besoin de. Oui, il faut que ce soit sur un court moment, quoi. Je fais la cuisine, par exemple, je ne vais pas avoir tout le temps l'œil sur mon enfant. À ce moment-là, je peux le mettre dans le parc. Mais il ne faut pas que ce soit toute la journée en parc. Après, c'est un choix. Les parents choisissent. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur enfant? Plus l'enfant va être libre de ses mouvements, plus il va aller vers une autonomie, plus il sera à l'aise dans son corps, mieux il sera en relation avec ses parents et avec les autres personnes. Et avec l'espace. Plus il sera. Eh oui. Et ben moi, oui, comme je te disais, moi, ça donne envie de refaire des enfants parce qu'on se dit, oh là là, mais j'ai fait des erreurs en tant que parent. Bon, on en fait tout le temps, hein, je vous rassure, hein, parce qu'on fait toujours de mieux qu'on peut, mais on apprend, et donc ça permet d'évoluer. J'ai moi-même appris, hein. Je ne savais pas tout ça avant non plus, mais effectivement, on voit la différence. Je peux vous assurer qu'on voit la différence entre un enfant qu'on laisse libre de ses mouvements et un enfant qui ne l'est pas, ou un enfant où on a interféré dans son développement psychomoteur. Il n'y a pas la même aisance, en fait, il n'y a pas la même confiance. Ça ne veut pas dire que ça ne se rattrape pas par la suite. Oui, mais après, c'est plus compliqué à rattraper plutôt qu'à laisser faire les choses, effectivement. C'est toujours pareil, ouais. C'est toujours plus difficile de rattraper que de laisser faire les choses tout en observant. Alors, évidemment, si on n'avait pas cette information avant, on ne culpabilise pas. 2, on se dit, ouf, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Bien sûr. 3, on n'hésite pas à aller consulter ou son médecin ou la tati à la crèche ou un autre professionnel ou toi comme éducothérapeute. Sûr, oui. Donc, il y a des professionnels comme ça qui sont là pour nous donner les bonnes informations. Donc, on consulte. Et puis après, on voit ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, si on a eu l'information qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer le passé. Hein. Ce qui est fait est fait. Oui, c'est ça, complètement. Après, chose qui est quand même importante à dire, c'est que les parents, c'est vrai que souvent, les parents disent, du coup, qu'est-ce que je dois faire, en fait? Apparemment, là, j'ai rien besoin de faire, mis à part observer. Observer est déjà une très bonne chose, hein. Mais le parent peut se positionner aussi à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant il est à 4 pattes, le parent il peut se mettre à 4 pattes aussi avec son enfant à côté. Si l'enfant il est allongé au tapis, parce que dès le plus jeune âge, on conseille quand même, dès que l'enfant est moins dépendant de son parent, on conseille de le mettre au tapis pour qu'il puisse bouger comme il le souhaite.
le parent, il peut se mettre à côté, et puis il peut prendre un petit jeu, et puis il peut faire des vocalises avec son enfant. Donc il y a moyen de rentrer en relation par le développement psychomoteur, en respectant le développement psychomoteur de l'enfant. Génial. Ça non plus, j'y avais pas pensé. Bon, c'est peut-être parce que je suis une grand-mère aujourd'hui, mais on peut toujours apprendre, même quand on est une grand-mère. Ouais, Parce que moi, tout j'ai le un temps. petit-fils et je me dis, oh, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai pas fait. On pense pas forcément à se mettre au niveau de l'enfant. Et puis en plus, ça nous donne une autre perspective. Vraiment, c'est génial parce que ça peut nous montrer, oh, tiens, là, il y a un truc, un coin un petit peu dangereux. Donc, hop, on peut enlever cet objet et le mettre ailleurs, par exemple. Donc, ouais, On se met plus à la vision de l'enfant, en fait. Et du coup, on peut même rentrer dans un jeu d'imitation, hein. Et du coup, se rendre compte ce que ça demande, en fait, à l'enfant de, par exemple, lever sa tête, ouais. de pousser juste sur ses bras en utilisant que ses épaules, ou de pouvoir se retourner. C'est vraiment très intéressant, ouais. Ah, c'est génial. C'est effectivement, ça doit créer une connexion extraordinaire avec C'est l'enfant. Ça ça. doit être de beaux fous rires aussi avec nos enfants. C'est quand ils sont un petit peu Voilà, plus grands, mais bon, avec les bébés aussi, on voit des fois, c'est juste ça. parce qu'on fait un geste, que ça les fait rire, mais quelque chose de tout simple. Et C'est quel ça. bonheur de vivre ça avec son enfant. Ouais. Et surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je pense que les parents seront intéressés par ça, le fait que l'enfant euh, ait un bon développement, si on peut parler comme ça, un bon développement psychomoteur, enfin le plus harmonieux possible, va faire que l'enfant, du coup on parle d'autonomie, mais du coup sera moins dépendant de l'adulte. C'est-à-dire que parce que souvent les parents, moi j'ai déjà entendu des parents me dire, oh mais dès que je quitte la pièce, il se met à pleurer. Oui. Et oui, parce que certains enfants, du coup, n'ont pas appris à se déplacer seuls, ne savent pas comment se déplacer seuls. Donc, quand ils n'ont plus le parent en vision, Eh ben, ça bah, fait du coup, peur. ils se mettent à pleurer. Ben oui. Mais un enfant qui a la capacité de pouvoir se déplacer comme il le veut parce qu'il l'a appris, ne sera pas du tout inquiété de ne pas avoir le parent dans la pièce parce qu'il sait qu'il va se déplacer pour aller le voir. Ça, c'est Donc, vous évitez génial. les pleurs, vous Eh évitez ouais. beaucoup de pleurs. On l'invite à plus d'autonomie et en plus on l'invite à le faire tout seul. Mais quel beau cadeau. Merci. Ouais, c'est un super cadeau que vous offrirez à vos enfants. Ah oui, franchement. Bon, j'ai pas fait ce cadeau à mes enfants. Vous en faites d'autres des cadeaux, hein. Oui, Les oui, naïcs oui. aussi On d'en en fait fait d'autres, d'autres. heureusement, heureusement. Mais c'est vrai que ces petites astuces dont on n'a pas idée souvent font toute la différence. Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'informations, vous allez sur le site de Sophie qui écrit aussi des articles. Elle a une page Facebook et puis autrement, n'hésitez pas à demander à votre médecin. Bien, ça peut être le pédiatre, ça peut être le médecin de famille. Hein. On n'est pas obligé d'aller voir un pédiatre pour demander conseil. Et puis, il y a tellement de livres, tellement de vidéos aussi qui sont disponibles. Ben, la nôtre, par exemple, et puis il y en a d'autres. Tu as un livre à conseiller? Ah ouais, qui est génial. Franchement, je le conseille à tous les parents. Je pense que c'est le livre à avoir en fait dès qu'on a un enfant. De la Parce que ça naissance commence dès la au naissance. premier pas. Je le note. Et qui est l'auteur de ça? C'est Michel Forestier qui est kinésithérapeute. Et il est vraiment génial ce livre parce qu'il est très ludique. Et il est fait de plein d'images, de plein d'illustrations, de plein d'exemples. Et justement, quand votre enfant se trouve en difficulté, parce qu'il peut se trouver en difficulté sur certains passages, et ben dedans ce livre, il a indiqué comment on peut l'aider à traverser cette difficulté, s'il n'y Ah, arrive pas puis seul. alors, c'est génial si on a un bébé qui vient d'arriver dans notre famille, dans notre entourage, etc. C'est Ah le ouais, cadeau idéal alors. Hein. c'est le cadeau. Moi, c'est le livre, je pense que c'est un des livres les plus importants pour moi jusqu'à maintenant. Voilà, où on peut, c'est souvent, il y a des livres pour de la prévention, pour s'informer, mais là, sur le tas, là, voilà, vous pouvez l'utiliser sur le tas, quoi. C'est vraiment chouette. Génial. Merci Sophie. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci, à bientôt.